Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Clémence du blog voyageenrouxlibre.com. Clémence est freelance, elle est graphiste et elle est digital nomade. Donc, elle va nous parler de son parcours, de comment elle en est arrivée à faire ça, de ce que ça veut dire être graphiste, de sa vision du nomadisme digital, pour éclairer tous ceux qui pourraient être intéressés par ce métier et par le fait d'être digital nomade en tant que freelance. Bienvenue Clémence. Est-ce que tu peux commencer par nous dire pourquoi et comment tu es devenue digital nomade? Bonjour. Alors en fait, ça arrivé un petit peu par hasard parce que je connaissais pas le terme de digital nomade en partant. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis partie après mes études au Canada et j'ai commencé à faire des missions en freelance pour des clients en France. Euh, J'étais employée aussi au Canada, ce qui a fait que je travaillais déjà à distance pour des contrats de temps en temps pour la France. Donc, je ne me suis pas rendu compte nécessairement que c'était le début du digital nomadisme, parce que je ne connaissais pas le terme à l'époque. C'était il y a 8 ans. Et puis, j'ai travaillé pendant 4 ans au Québec, dans une agence. Puis, au bout de 4 ans, j'ai eu envie de partir en voyage, faire le tour du monde. Et là, j'ai commencé à chercher, mais comment je pourrais faire ça? Comment je vais gagner ma vie? Mais il faut que je parte là. Je suis partie au Canada, j'ai quasiment rien vu parce que j'ai juste beaucoup travaillé. Donc, comment on fait? Et en faisant des recherches sur Internet, je me suis dit, bah oui, en fait, j'ai juste à continuer à faire des contrats à distance et finalement, bah, je pourrais voyager en même temps. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et pendant 1 an à peu près, j'ai travaillé pour des clients à distance. Après, là, je suis rentrée au Canada pour un moment pour préparer la suite du voyage, parce que je suis en train de me préparer mon bureau roulant dans un bus. Voilà. Et en fait, Oui, je n'ai j'ai pas des précisé ça en intro, mais c'est quand même un aspect super important de toi. Et en fait, c'est ça, c'est pendant le voyage que je suis tombée sur un article de Bruno Maltor qui mettait des mots sur le fait qu'en fait j'étais digital nomade, mais que je ne le savais pas. En fait, pour moi, j'étais juste freelance sur la route. En fait, Ok. c'est comme ça que ça a commencé. Donc, toi, t'as d'abord été freelance en graphisme et ensuite, tu as décidé de partir sur les routes, pour résumer. Ça fait dans Bah, cet ordre-là. ouais, en fait, c'est ça. Mais j'étais, disons, à 90% employée et j'avais des contrats en freelance peut-être à 10%. D'accord. Et, et donc, j'ai fait une transition pour pouvoir être freelance à temps plein. Ouais. Ok. Pour parler un peu plus de ton métier de graphiste, Mhm. est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à choisir ce métier euh, et, euh, et derrière nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Alors, le métier de graphiste, comment je suis venue? C'est parce que c'était compliqué comme cheminement dans le sens où j'ai commencé par faire une prépa en art appliqué. Et là, j'étais pas sûre de ce vers quoi j'allais me tourner comme métier au final parce que je voulais faire quelque chose dans la création. J'ai voulu être scénographe, j'ai voulu faire de la décoration de plateau dans les films, j'ai voulu être photographe, j'ai voulu faire plein de trucs. Et je me suis un peu cherchée. Et après mon année de prépa, j'avais postulé dans plusieurs écoles, notamment l'école Boulle à Paris. J'avais réussi le concours et puis je me suis dit non, ok, c'est pas l'école qu'il me faut, c'est beaucoup trop cadré, enfin, ça allait pas. Donc je me suis dit, bah, je vais retourner dans la première école dans laquelle j'étais. Et on va continuer d'explorer tout ça. Parce que l'avantage de cette école, qui s'appelait Marie-Zélois, maintenant c'est Visart à Paris, c'est qu'on touchait à tout dans le milieu de la visuelle. On faisait aussi bien du dessin, on faisait de la photographie, c'était les balbutiements de la vidéo, donc on commençait un peu à toucher à la vidéo, on avait des cours pour faire des affiches, etc. On touchait à tout l'univers du graphisme, ce qui fait qu'à la fin, l'objectif c'est d'être un directeur artistique, donc on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est un peu le chef d'orchestre dans les productions graphiques. Et ça permet d'avoir justement une connaissance de tout ce milieu pour pouvoir ensuite être assez flexible sur ce sur quoi tu veux partir. Et c'était un petit peu mon enjeu, c'était que j'avais envie de faire plein de choses et que ce métier me permettait en fait de faire beaucoup de choses et de ne pas m'enfermer dans une seule chose. Parce que j'aurais pu faire de la retouche photo ou être photographe dans un domaine très précis.
Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin d'explorer un peu. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et après, j'ai fait un master en graphisme. Et puis, c'est ça. Après, j'ai commencé à travailler. Puis, de fil en aiguille, j'ai construit une expertise sur différents domaines. Et je fais beaucoup de choses très différentes tous les jours. Mais donc, est-ce que tu es en train de dire que le métier de graphiste, c'est ce métier qui te permet de toucher un peu à plein de choses, ou tu parlais surtout de la formation en art appliqué? Le métier de graphiste, en gros, l'idée, c'est que ça va toucher à tout ce qui est image. Donc, c'est un professionnel qui est capable de travailler au niveau de l'image, mais il peut y avoir des dizaines, et maintenant, avec le développement du web, tu en as encore plus de métiers qui se développent autour du graphisme. Je sais pas, tu regardes une affiche, il y a un graphiste derrière, tu regardes un packaging, il y a un graphiste derrière, une exposition au musée du Louvre, tu as un graphiste derrière, des vidéos animées sur Internet, tu as un graphiste. Souvent, en montage vidéo, bah, tu as aussi des graphistes qui jouent là-dedans. Le graphiste, en fait, ça peut être plein de facettes très différentes. Pardon. Ça peut être plein de facettes très différentes, donc c'est... Après, tu te spécialises un petit peu, si tu veux. Donc, le métier de graphiste peut te permettre de faire plein de choses. Après, ta formation peut t'orienter. Il y a des formations qui vont être beaucoup plus dédiées à tout ce qui est imprimé. Tu en as d'autres qui vont être dédiées plus à tout ce qui est motion design, par exemple. Donc, motion design, c'est tout ce qui est animation vidéo. Donc, après, ta formation peut faire en sorte que tu vas aller plus dans un axe ou un autre. Alors, par exemple, en 3D aussi, on peut parler de graphiste aussi. Ouais. C'est un peu un professionnel de l'image, si on veut. Et quel est le lien ou la différence peut-être avec le métier de designer web? Un designer web est un graphiste. Alors, c'est dans quel sens? Est-ce que tu es d'abord graphiste, ensuite tu te spécialises en designer web, ou c'est l'inverse? En fait, tu peux commencer une formation en design web, mais tu vas avoir la connaissance du graphisme, en fait. Parce qu'on va te parler de typographie, tu vas comprendre les couleurs, tu vas comprendre la composition. Après, tu as un autre paramètre qui rentre en jeu qui est, par exemple, l'expérience utilisateur, l'architecture d'un site, etc. Ce qui t'amène t'ajoute une spécialisation dans ton métier. Puis après, tu vas développer aussi la connaissance au niveau des bases, peut-être du code. Souvent, on demande au web designer, alors pas pour tout le monde, mais souvent, on demande quand même d'avoir des bases sur comment coder en HTML, en CSS, pour pouvoir parler avec le développeur si toi, tu ne le développes pas. Donc, c'est un ajout, si tu veux. Par exemple, moi, je fais du web design, je fais de la 3D pour des personnages, je fais de l'animation, de la vidéo, beaucoup de choses très différentes, mais je me suis plus spécialisée dans des domaines, en fait, plus que dans une technique, si on veut. D'accord, ok. Et Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en graphisme, souvent, tu vas gérer aussi une image d'un projet ou une image de marque. Par exemple, si tu prends... en tout cas, quand tu es un directeur artistique, tu en arrives à ça. Tu vas gérer, par exemple, l'image de, je sais pas moi, je ne peux pas dire une marque que j'aime pas, donc on va dire le musée du Louvre. Le directeur artistique du musée du Louvre, en tout cas ceux qui ont fait sa communication, ils ont développé un univers autour de la marque du musée du Louvre qui se décline sur des vidéos, sur leur site web, sur la signalétique des espaces du musée du Louvre, leur campagne d'affichage, etc. Donc il faut que tu aies quand même une vision d'ensemble pour pouvoir réussir à faire que tout est en harmonie. ok. Et vu que tu dis qu'en gros, dans le métier de graphiste, il y a plusieurs... voilà, on peut faire des affiches, on peut faire de l'animation, etc. Quand tu débutes dans ce métier, comment ça se passe pour expliquer finalement aux clients ce que tu es capable de faire? Parce qu'il y a un peu cette tendance ou cette croyance que plus tu es spécialisé, plus c'est facile à expliquer et on va venir te chercher. Alors que si tu dis je fais tout, finalement, on va se dire ouais, je ne sais pas. Comment tu fais du coup pour convaincre le client quand tu débutes? La première chose, c'est ton portfolio. La première chose, c'est que ton portfolio va parler de ce que tu sais faire. Mais la deuxième chose, c'est que tu vas te spécialiser peut-être dans un domaine. Par exemple, moi, je me spécialise dans ce qui est culturel, éducation et architecture, je pense, et médias. Tout ça, c'est un peu lié. Donc,
la personne va venir te voir parce qu'elle a vu que tu as fait un projet dans son milieu, parce que tu ne parles pas de la même façon. Si tu fais un projet de graphisme en santé, tu ne vas pas l'aborder de la même manière que si tu fais un projet en graphisme culturel, par exemple. Donc, tu te fais un peu ta marque aussi, je pense, dans un milieu. Après, effectivement, tu peux te spécialiser et avoir vraiment une touche très particulière. Hier, je parlais avec avant-hier avec un motion designer qui, lui, s'est spécialisé vraiment dans le motion design, encore plus précisément. Et lui, il est dans ce domaine-là. Donc, en fait, il y a plein d'approches très différentes. Et souvent, c'est le fait d'avoir fait certains projets, de savoir en parler, de montrer que tu réponds à des problématiques de tes clients, surtout ça aussi, que les gens viennent te voir, en fait. Si tu es capable de montrer que tu as résolu un problème d'un client et que l'autre client a le même problème, il va venir te voir naturellement, en fait. Puis souvent, il y a du bouche à oreille, et puis après, il y a toi, comment tu te positionnes par rapport à eux, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était dans la version salariée? Tu disais que tu étais graphiste employé et freelance à 10%. Ça se passe comment quand on est employé en tant que graphiste? Alors, moi, j'étais employée dans une agence de design et d'architecture. Et en gros, mon rôle, c'était d'apporter tout ce qui est création de marque, justement, dans des espaces. Donc, par exemple, si on travaillait sur un restaurant, je m'occupais de développer le logo du restaurant, le menu, etc. Mais aussi tout ce qui était graphisme dans l'espace, donc faire des murales et tout. Donc, c'était assez cool puisque j'avais un côté un peu global, puis on réfléchissait au site web. Il y avait aussi des projets qui étaient plus culturels ou éducatifs et tout. Donc en fait, l'idée c'était vraiment de communiquer avec le client pour voir quelle était son histoire, qu'est-ce qu'il y avait derrière son restaurant, c'était quoi l'essence de son projet, à qui il voulait parler, à qui il voulait s'adresser, et ensuite de se greffer à l'équipe des designers et des architectes qui font un peu la même chose mais en volume, et de réussir à faire en sorte qu'on crée une osmose et qu'on crée vraiment quelque chose de global et de bien penser pour que ça fonctionne au mieux et que le message du client passe aussi. Donc après, c'est vraiment de la collaboration avec tout le monde. Je ne sais pas si ça répond exactement à ce que Si, je pense peut-être la question que je peux ajouter, c'est toi tu as dit que c'était comment tu appelais ça, le type d'entreprise en architecture Et une agence en architecture et en design. Agence en architecture et en design. Quel autre type d'entreprise ou d'agence peut t'embaucher en tant que graphiste? Oh là, t'en as tellement. Tu vas avoir des startups qui peuvent t'embaucher. Là, je travaille pour une startup pour leur projet. Donc là, je ne suis pas embauchée, je suis freelance pour eux, mais tu pourrais être embauchée par une start-up. Tu peux être embauchée par des grandes entreprises qui ont besoin de faire toute leur communication. Si tu penses à une banque, par exemple, elle va avoir son service de communication à l'interne. Et donc, tu vas avoir les graphistes qui vont travailler pour faire toutes les campagnes d'affichage. Alors, en général, tu as des agences qui vont pondre un peu le concept général. Et ensuite, tu as les équipes de graphistes qui vont faire toutes les déclinaisons, qui vont prendre un petit peu tout ça en main. Je ne sais pas si tu regardes par exemple une banque, là, tu as tout ce qui est brochure, tu as des graphistes derrière, c'est pareil. Tout ce qui est leur site web aussi. Tu peux travailler tu peux être fonctionnaire hein, aussi, tu peux travailler pour des institutions à l'interne. En fait, la magie du graphisme, c'est que tu peux, et c'est ça que j'aime dans ce métier-là, c'est que chaque mission peut t'apporter vraiment un nouveau regard sur une autre partie du monde, si tu veux. Parce que tu es obligé de rendre visuel et de répondre visuellement à un problème quelconque pour un univers quelconque. Donc, tu peux te retrouver, par exemple, moi, je vais travailler sur l'intelligence artificielle en ce moment, mais j'ai aussi travaillé pour des universités avec des problématiques de langue, de comment tu fais cohabiter des langues ensemble dans une métropole multiculturelle. Et puis après, je vais travailler sur un projet qui va être sur l'histoire pour un autre projet. Enfin, tu vois, ton métier fait en sorte que chaque projet est différent. Donc après, tu as des endroits dans des agences qui vont être très spécialisées et tu n'auras pas cette variété-là. Donc tu peux aimer être très spécialisé dans un domaine ou alors tu peux avoir envie d'être dans des entreprises qui vont être plus diversifiées. Les agences, ça va être peut-être plus diversifié parce qu'ils ont toutes sortes de clients aussi. C'est sûr que quand tu travailles dans une entreprise et que tu es le graphiste de l'entreprise, tu n'es pas une agence,
ça va être un petit peu plus redondant peut-être les mandats. Tu vas peut-être faire toujours un peu la même chose. Euh, Par exemple, pour l'agence de design et d'architecture, je faisais aussi leur communication. Tu vois. J'avais un peu les deux en même temps. Donc, je Ouais, travaillais sur le développement de leur image, mais je travaillais aussi pour leurs clients. J'avais d'accord. les deux pendant. Après, je pense que dans le monde du travail, justement, il y a souvent ces deux profils. Tu as le profil des personnes qui aiment beaucoup vraiment se spécialiser, devenir vraiment expert sur soit un domaine, soit une technique, un métier. Et tu as ceux qui préfèrent rester plus polyvalents et apprendre plusieurs choses, quitte à aller moins en profondeur pour la variété. Mm. Tout à l'heure, tu disais qu'il y en a qui se... Donc toi, tu t'es spécialisé plutôt sur des domaines plutôt que sur des techniques. Mm. Tu citais quelqu'un qui, à l'inverse, s'est spécialisé sur la technique de l'animation en particulier. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui est à faire quand tu débutes, de se poser la question de, on va dire, du périmètre de domaine dans lequel tu as envie d'exercer et ou des techniques que tu as envie d'employer? Je pense que c'est important d'y réfléchir et surtout de réfléchir à quelque chose qui est aligné avec ce qui compte pour toi aussi. Parce que quand j'ai commencé en design graphique, en arrivant à Montréal, j'avais envie de travailler pour des choses très institutionnelles et tout. Et les choses ont dérivé sur des trucs de plus en plus commerciaux qui m'intéressaient moins, sur des domaines qui m'intéressaient moins et où j'ai commencé à moins m'y retrouver. Et quand tu es graphiste, tu es quand même quelqu'un qui communique et qui, entre guillemets, vend le projet de quelqu'un d'autre. Donc, au final, si tu n'as pas réfléchi avant et que tu t'embarques dans un domaine et que finalement tu te fais un nom sur ce domaine-là, mais que ce domaine ne te correspond pas et que tu n'y crois pas et que tu te retrouves à faire des projets dans lesquels tu ne te retrouves pas et qu'au final tu sais que ça va aider la communication d'un projet que tu ne soutiens pas, c'est horrible. En tout cas, si éthiquement parlant, tu as ce genre de préoccupation, je sais que j'ai travaillé sur des projets dans lesquels j'avais pas envie de soutenir nécessairement et j'ai trouvé ça vraiment très difficile. Et justement, de prendre le temps de se poser, de se dire qu'est-ce qui compte pour moi, comme sur la question de l'ikigai, t'en parles. J'en parle aussi dans le guide que j'ai écrit. C'est important de vraiment prendre en compte tout ça parce que quand tu as un designer, un créatif, tu es quand même une personne normalement qui est assez sensible. Et, euh, et donc, si tu fais les choses dans le mauvais sens par rapport à toi, je pense qu'à un moment donné, ça crée un conflit d'intérêt intérieur. Tu vois. Donc, tu peux effectivement aussi te spécialiser sur une technique ou en tout cas sur un domaine comme le motion design ou comme l'illustration ou quoi. Je pense qu'après, chacun va trouver son truc, tu vois, sa patte. Tu vois. Quand tu débutes, il faut que tu explores aussi parce que t'enfermer dès le début, est-ce que c'est une bonne. Je sais pas. Après, tu peux dire aux gens que tu es spécialisé, mais ça t'empêche pas de leur proposer autre chose derrière. Tu vois. Par exemple, tu peux dire, bah, moi, je suis plus animation 3D, je crée des personnages et tout, mais après, bah, le client il dit, ah ouais, mais est-ce que tu pourrais faire ça et tout? Bah oui, il n'y a pas de souci. Tu vois. Donc, c'est un peu l'approche que j'ai maintenant, c'est de dire, oui, je suis un peu spécialisée là-dedans, et si le client, j'aime ce qu'il fait et qu'il me dit, ah, est-ce que tu peux faire un peu de développement web? Oui, j'en fais, mais c'est pas, enfin, pas de développement, je ne fais plus de développement, mais du web design, je vais dire, oui, ok, je t'en fais un peu, ça me fait plaisir parce que j'aime ton projet, puis je sais le faire, donc je peux le faire. Mais je recommande quand même d'avoir une partie d'exploration. Et puis, soit tu le fais à l'école, soit tu le fais en sortant, soit les deux en même temps. Et puis, tu vois vers quoi tu te sens le mieux aussi. Parce que des fois, on se découvre des passions ou des intérêts qu'on nous a pas amenés sur un plateau. Donc, Ouais. ouais, faut explorer, je pense que c'est important. Ouais, je pense que maintenant que tu le dis, je trouve ça super pertinent. Bah, c'est justement un truc auquel j'ai pensé pour l'ikigai. C'est si tu sais pas ce que t'aimes, que tu n'as jamais eu de coup de cœur ou de trucs comme ça veut dire que tu n'as pas assez exploré parce que ça existe forcément, mais tu n'es pas tombé dessus, quoi. Donc, C'est ça. je trouve ça pertinent pour le graphisme aussi. J'avais une question qui m'est sortie de la tête. Je ne me rappelle plus. Bon, tant pis, j'enchaîne du coup. Ça me reviendra peut-être. Bon, j'en avais une autre, c'est par rapport au futur du métier de graphiste. À ton avis, moi j'ai entendu dire que, par exemple, les développeurs, il y avait plus de demandes de clients que dans quelques années, il y aurait plus de demandes de clients que de gens capables de répondre à la demande. Ça veut dire qu'il y a énormément de place pour devenir développeur web. Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour les graphistes?
Bah, déjà, sur les développeurs web, il y a cette idée-là, il y a l'inverse, où il y a l'idée qu'avec l'intelligence artificielle et tous ces outils-là, finalement, la technique pourrait prendre le dessus. D'ailleurs, je trouve ça toujours très dangereux de se spécialiser sur un point de vue technique, euh, dans le sens où le métier de graphiste, il a déjà subi des transformations très, très, très fortes avec l'apparition de l'ordinateur. Parce qu'il faut savoir qu'au début, enfin, dans le milieu du graphisme, tout ce qui était typographie, c'était des machines qui étaient avec des métiers. Il y avait les typographes, il y avait ceux qui géraient les machines pour mettre dans les cases les petites lettres et qui faisaient tout à la main, tu vois. Il y avait quand tu voulais mettre une typographie dans un document, maintenant sur Word, tu choisis comme ça. Mais avant, il fallait commander ton set de typographie, aller le faire flasher, enfin en tout cas, tout un système. Et ça a disparu extrêmement vite. Il y a plein de métiers qui ont disparu très, très vite dans le graphisme. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas trop, je pense, être un... Ou en tout cas, si tu es quelqu'un qui est très technique, d'évoluer tout de suite, toujours te former beaucoup pour pouvoir être capable de switcher régulièrement et d'avancer. Donc, je pense qu'effectivement, en graphisme, tu vas avoir des évolutions, c'est sûr, d'un point de vue technique. Mais tout ce qui est concept, tout ce qui est apprendre à communiquer et tout, ça sera toujours indispensable parce qu'on est quand même dans un monde d'images. On est dans un milieu d'images. Donc, il y a des nouveaux métiers de graphisme qui apparaissent avec la VR, avec le mapping vidéo. Maintenant, le graphisme n'est plus juste sur une affiche. On fait de la vidéo avec, si tu regardes c'est pas toujours très bon non plus, mais tout ce qui est campagne d'affichage, maintenant, c'est animé. Tu as des espaces dans le métro à Paris avec des écrans et avant, c'était des affiches papier. Ben, maintenant, tu as un nouveau métier derrière, c'est d'animer tout ça. Euh, donc, tout évolue, mais tout ce qui est concept, tout ce qui est accompagnement et tout, je pense que ça va rester. Donc, c'est pour ça. Si tu es graphiste, essaye d'amener ta réflexion un petit peu plus haut pour pouvoir être capable de t'adapter, en fait. Il faut vraiment être capable de s'adapter. Ouais. Ok, super intéressant. J'ai entre-temps retrouvé ma question. C'était par rapport à quand tu disais faut éviter de s'embarquer sur des projets qui ne nous correspondent pas et de soutenir des marques qu'on n'a pas envie de soutenir. Est-ce que quand tu travailles pour une agence, tu as une marge de manœuvre pour dire non à certains projets? Bah, ça va dépendre de ton boss. Hein. Okay. Je pense que non, oui et non, parce que après ton boss, il va savoir peut-être, ça dépend des agences, il va peut-être savoir qu'il y a des projets sur lesquels tu as envie de m'embarquer, mais à un moment donné, s'il a signé un contrat et que tu es le seul à pouvoir y répondre, c'est pas tellement toi qui a la... C'est un peu le défaut quand tu es un employé, hein, c'est que c'est pas toi qui a le pouvoir sur tout ce qui est décision interne et qui prend comme contrat parce que lui, derrière, il faut qu'il fasse manger tout le monde. Donc, il va dire oui à des contrats parfois qui ne s'alignent pas. Si tu as un super boss et qui sait que c'est le genre de contrat que tu veux pas, bah, il ne les fera pas faire. Mais, ouais. Mais ta marge de manœuvre est beaucoup moins grande que quand tu es freelance. Parce que quand tu es freelance, si tu as bien fait ton travail de freelance, c'est que tu es capable de dire non à un contrat. Et d'ailleurs, ça, c'est, je pense, un conseil vraiment important, c'est ne pas accepter tous les contrats à tout prix. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire en fait en étant freelance parce que tu vas te retrouver à travailler sur des trucs que tu veux pas faire. Tu vas avoir des clients qui sont pas bons, qui vont pas te payer, qui vont pas respecter ton travail et tout. Donc, au moins, si tu prépares bien les bases de freelance, tu arriveras à bien structurer ton entreprise et tu ne seras pas obligé de dire oui à des projets que tu ne veux pas faire. Et en plus, tu peux gérer ton positionnement aussi. Après, tu peux choisir ton agence. Hein. Ouais. Mais je pense quand même que, enfin, voilà, c'est un fait qu'à partir du moment où tu ne travailles pas à ton compte, parfois tu ne fais pas toujours exactement ce que tu as, envie, ce dont tu as envie. Et est-ce que toi, ça t'est arrivé de dire non à des projets en tant que freelance? Ah oui, oui, oui. Et comment tu dis non? Est-ce que tu es transparente sur, est-ce que tu expliques que c'est que leurs valeurs ne correspondent pas aux tiennes ou comment tu dis non? Ça va dépendre des approches des clients. Il y en a où je vais juste dire
non, déjà parce que j'ai pas le temps de les prendre, par exemple. Il y en a d'autres, je vais dire non, je pense que la collaboration va pas fonctionner entre nous. En fait, c'est un peu dans le relationnel, là, c'est en fonction de la personne avec qui tu es. Tu vas le sentir aussi si tu as envie de travailler avec quelqu'un ou pas. Ton client, tu le jauges et il te jauge aussi. Donc, c'est... Je pense que de dire non à quelqu'un en étant... J'ai même dit non après, en mode j'ai plus le temps de m'occuper de ce type de contrat. C'est pas... ça... J'arrête ce type de contrat. Je l'ai dit clairement, j'ai plus envie de faire ça. Et puis, je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera plus investi là-dedans. Ou, tu vois. Je pense qu'il faut être honnête avec tes clients, ou alors si tu sens que le client pourrait mal le prendre, juste tu prends pas son contrat, puis, ou tu réponds pas à sa demande de devis, tu dis non, je peux pas en ce moment répondre à la demande. Et puis, faut pas se faire des nœuds dans la tête parfois. Ok. Faut faire juste ce qui te semble juste. Mais c'est rare après qu'il y ait quelqu'un qui ne corresponde pas à tes valeurs, qui arrive si, par exemple, je sais pas, tu fais beaucoup de choses sur l'éducation. Généralement, les gens qui vont venir te parler, c'est ceux qui travaillent dans ce domaine-là, puis normalement, tu es aligné, à moins qu'ils fassent quelque chose de complètement, inverse à toi. Je sais pas. Et tu disais, normalement, si tu as bien mis tes bases de freelance, tu sais dire non. Alors, c'est quoi ces bases? Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un guide là-dessus, c'est parce que faut que tu prennes toutes les choses dans l'ordre et que déjà d'une, tu n'essayes pas d'être dans une position de besoin par rapport à tes clients. Souvent, quand on débute en freelance, on se jette un peu dans l'eau et on est prêt à tout prendre parce qu'il faut absolument qu'on travaille parce qu'on n'a pas prévu derrière le coup et que on accepte des contrats qu'on n'est pas capable de prendre ou on accepte des contrats qu'on ne sait pas réaliser. Après, c'est bien d'avoir des challenges. Hein, ça, je suis pour, mais il faut faire attention aussi quand un client t'impose des choses que tu veux pas, mais tu n'as pas le choix, il va te donner de l'argent, donc tu dis oui. Donc, il faut vraiment éviter de se mettre dans une situation de besoin vis-à-vis du client. Il faut que toi, déjà, tu aies une espèce de sérénité derrière. Donc, soit faire une transition. Tu peux être en agence, être employé et tranquillement faire une transition, avoir des clients et créer une stabilité. Puis, à un moment donné, tu fais « Ok, c'est bon. Au moins, je sais que je peux subvenir à mes besoins de base. » Et comme ça, quand tu es face à un client, si le projet ne te plaît pas, tu vas dire non, ça ne marche pas. Tu vois. Et puis, il faut se rappeler souvent quand on a un créateur que c'est les clients qui ont besoin de toi, c'est pas toi qui as besoin du client. Et c'est vraiment important de se le rappeler parce que quand un client vient te voir et dit je vais t'apporter de la visibilité et tout, et qu'il veut pas te payer, oui, mais au final, moi, ce que je vais t'apporter, c'est des clients, je vais t'apporter de la visibilité, etc. Ça, c'est mon métier de faire ça. C'est pas toi de faire ça pour moi. Et toi, tu apportes une grande valeur à la personne qui est en face, mais on n'en a pas toujours conscience. Surtout en France, tu vois, dans les milieux anglo-saxons, on dit design is business. Parce qu'ils ont compris que le design, ça reste quand même quelque chose qui est hyper important pour faire en sorte qu'un projet avance. Que ce soit une association ou une marque ou n'importe quel type de projet, si c'est mal pensé, si c'est mal designé, ça ne va pas marcher, tu vois. Si c'est bien pensé, si c'est designé, si l'image fait en sorte que les gens s'identifient, si tu parles aux bonnes personnes, parce qu'il faut parler aux bonnes personnes aussi, tu vois. Si tu fais ta communication à côté de la plaque, ça ne marche pas. Alors que si tu as quelqu'un qui fait ça bien pour toi, tu as des chances que ça marche. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des bases importantes, c'est de savoir déjà dire non et pouvoir le faire. Après, il y a plein d'autres choses à mettre en place et notamment d'avoir justement positionné un peu ce que tu fais et de dire moi je fais ça et je vais t'aider à faire ça, etc. Et déjà de comprendre les problèmes des gens qui sont en face de toi aussi. Parce que parfois, il y a un client qui arrive et qui dit bonjour, j'ai besoin d'un logo. Génial, mais pourquoi tu as besoin d'un logo? Et en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que ce n'est pas d'un logo dont il a besoin et que tu aurais fait un mandat qui n'avance à rien. Le client, au final, il est frustré parce qu'il a mis de l'argent et ça lui a servi à rien. Alors que si tu grattes un peu et que tu te positionnes comme quelqu'un qui va aller chercher ce qui est le problème du client et pourquoi il dit qu'il veut un logo parce qu'il veut, je sais pas moi, il veut lancer sa boulangerie. Je dis n'importe quoi. Mais c'est peut-être pas d'un logo dont il a besoin à ce moment-là. Donc toi, tu pourrais même lui dire, écoute, je pense que concentre-toi sur ce problème-là, puis quand tu seras prêt, viens me voir ton logo et ton identité.
Et là, la personne, elle va se dire, OK, il n'a pas pris mon argent, mais à ce moment-là, il m'a dit de faire autre chose. Puis il avait peut-être raison. Et peut-être que maintenant, ouais, je pourrais vraiment lui faire confiance. Tu vois. Donc, les clients, ils aient confiance en toi. Ça, c'est hyper important. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec un client qui n'a pas confiance en toi. C'est horrible. Parce que tu deviens un peu comme un exécutant des volontés de ton client, alors que toi, tu es la personne qui est censée l'aider. Enfin, ça crée des frictions qui n'ont pas de sens, en fait. Donc, pour résumer, tu as dit que les bases, en gros, le premier, c'était plutôt de l'état d'esprit. C'est te dire que c'est pas toi qui es dans le besoin, mais c'est ton client qui est dans le besoin et toi, tu vas lui apporter de la valeur. Et le deuxième, c'est apprendre à bien comprendre le besoin de ton client, quitte à le rediriger si tu estimes que à ce moment-là, c'est pas de ça dont il a besoin et donc de le régulier. Ouais, mais c'est vraiment d'aller comprendre, pas forcément pour le rediriger, mais même pour voir si ce qu'il te demande, si c'est une autre compétence que tu as que tu peux lui apporter. C'est vraiment te positionner comme un partenaire dans son projet. De ne pas être juste quelqu'un qui dit oui, ok, je fais ça. C'est d'essayer de réfléchir, lui montrer que tu vas l'aider et que ton objectif, c'est de l'aider. Ça, c'est vraiment essentiel. Ah oui, et dernière chose, ne baisse pas tes prix jamais. Pourquoi? C'est pas pour une raison pécuniaire, c'est vraiment même juste pour l'aspect de la valeur de ton travail et de comment tu es perçu vis-à-vis d'un client. Et de toi, comment tu vas être par rapport à ton client. Admettons qu'un client te dise ton projet, c'est bien, mais j'ai pas assez d'argent. Ben ouais. Ben, dans ce cas-là, on va réduire le nombre si tu veux, de prestations. Mais tu ne réduis pas ton prix parce que si tu réduis ton prix, ça veut dire que tu as une marge de manœuvre. En fait, tu as essayé un petit peu de l'arnaquer et que derrière, si tu fais moins cher, c'est que tu peux le faire. Tu vois. Après, toi, derrière, c'est-à-dire que c'est 30%, par exemple. Tu mets OK, je te fais 30%. C'est 30% de temps que tu ne factures pas et que tu ne passes pas à faire d'autres choses. Tu vois, tu passes pas avec ta famille ou que tu passes pas à développer ton projet personnel. Ah oui, point super important, il faut développer un projet personnel. C'est essentiel aussi. On y reviendra. Il faut que si ton client à un moment donné il te paye pas au bon prix, tu vas aussi tu vas pas avoir envie de travailler dessus, tu vas avoir un contrat qui rentre qui est mieux payé, tu vas avoir envie de t'investir plus dessus parce que c'est que derrière la personne elle te respecte et elle valorise ton travail. Puis, au final ça fait un cercle vicieux et c'est pas bon, quoi. À la limite, il vaut mieux que tu proposes un petit service gratuit à quelqu'un et que tu lui rendes un service sans rien attendre en retour. Ça va plus faire ta promotion que de faire un truc réduit parce qu'en plus de ça, si tu fais des réductions, il va dire que tu fais des réductions au prochain client, etc. C'est un peu, le cercle vicieux. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et est-ce que tu conseillerais à ceux qui débutent de faire un ou deux projets gratuitement pour commencer son portfolio ou direct de commencer avec son prix normal? Je te dirais pas de faire un projet complet gratuit parce qu'à un moment donné, il faut vivre et que tu peux pas. Et si tu dois faire un projet gratuit, il faut que tu fasses une facture qui explique combien vaut le projet et que tu montres que c'est quelque chose que tu fais gratuitement, etc. Après, tu peux avoir des partenariats avec des gens quand tu sais que c'est gagnant-gagnant. Mais moi, je pense qu'il faut facturer dès le début. Mais après, tu peux rendre des services gratuitement à des gens moi, j'ai travaillé pour une asso au début qui était vraiment au tout début. Puis je l'ai fait gratuitement parce que ça me faisait plaisir de le faire gratuitement. Puis après, on a développé des projets. Eux, ils avaient des budgets et puis ils m'en ont donné. Tu vois. Après, pour tout ce qui est. Tu vas pas faire un truc gratuit pour Coca-Cola. Tu vas pas faire un truc gratuit pour quelqu'un qui fait déjà de l'argent. Il n'y a pas de raison que tu fasses quelque chose de gratuit pour quelqu'un qui gagne sa vie et qui sait qu'en plus il en a besoin et qu'il embauche des gens pour le faire. Ça, vraiment, c'est de l'exploitation. Après, tu peux apporter des choses aux gens. Tu peux les aider par exemple, ça va peut-être plus être des partenaires que tu peux aider. Admettons que tu sois photographe de mariage. Je dis ça parce que j'accompagne une amie qui est photographe de mariage et je l'aide dans son développement. Ouais. Et par exemple, il y a un wedding planner qui l'a contacté. Je lui dis, fais-lui son portrait. Tu vois, il va être content. Tu t'attends rien derrière, mais il va être content. Et du coup, il va parler de toi, il va aimer ta photo, etc. Donc, tu vois, tu peux apporter des choses gratuitement, mais sans que toi, ça te prenne 75% de ton temps pendant 3 mois. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas vivre derrière. Il faut vraiment jongler un petit peu entre ces phases de travail payantes et ces phases de travail gratuites. Mais
En fait, c'est ça, donner des petits services aux gens, mais surtout des partenaires. Je pense que ça a plus d'intérêt pour toi, pour te faire respecter vis-à-vis de tes clients après. Ou moi, je pensais à si tu as un proche ou quelqu'un de la famille ou un ami qui se lance, je sais pas, comme entrepreneur et qui part de zéro, qui n'a pas de budget. Moi, je sais pas, je m'imaginais que c'était comme ça, en principe, que tu pouvais commencer par un truc gratuit que tu mets dans ton Ouais, portfolio. tu peux faire ça. Après, faut voir. Faut pas non plus que la personne à côté, elle en abuse. Souvent, il y a des histoires un petit peu, où au final, ça crée des histoires dans la famille parce que machin, Ah ouais. attends. Mais tu peux le faire. Tant que toi, tu es à l'aise avec ça, mais il ne faut pas que ça te dessert. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me servir? Est-ce que c'est... Moi, je pense que le plus important, c'est aussi de développer un projet personnel qui va faire que tu te fais remarquer. Ça aura beaucoup plus de valeur parce que derrière, si tu crées un projet personnel qui compte pour toi, Alors, c'est quoi que tu appelles projet personnel? C'est qui n'est pas lié avec ton métier ou... c'est un projet qui est lié à ton métier, que toi, tu peux réaliser sur ton temps. Et par exemple, pour un développeur, ça va être développer un outil en ligne qui va répondre à un truc. Ça peut être... l'autre fois, il y avait un générateur de, je sais plus, de noms pour les cartes de visite un peu... parce que maintenant, il y a plein de noms complètement farfelus. Donc, c'était tape un mot et puis ça va te sortir. Et le site était bien fait et tout. Donc, l'avantage de ça, c'est que c'est devenu viral. Il y a le nom du créateur en dessous. Forcément, il y a des gens qui vont te contacter en disant « Ah, bah, j'ai bien aimé ce que tu as fait. C'était super intéressant et ça te dirait de collaborer. » Ça peut être pour nos projets. Par exemple, nous, on développe notre bus magique. Et on est une chaîne pour les enfants sur la découverte du monde. Bah, ça, c'est un projet personnel. Et le fait que j'ai fait des animations pour ces vidéos des petits aventuriers, etc., ça a fait que j'ai eu des contrats derrière parce qu'on a vu mes compétences comme ça. Et qu'en plus, moi, j'ai développé un truc que j'aime faire et j'apporte quelque chose de concret, tu vois, gratuitement à tout le monde, mais pas un client. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme si tu étais ton propre client, en fait. Toi, tu as Ouais, une envie, tu as envie de développer l'image enfin, de faire un projet et bah, tu apportes la compétence pour le faire. Sauf c'est que ça. derrière, ça t'apporte en plus une visibilité auprès Puis de si tu le potentiels fais, clients. l'idéal, c'est que tu en parles, que tu montres un peu ton processus, comment tu as travaillé derrière, etc. Parce que comme ça, bah, les gens voient tes compétences, toi, tu peux en parler. Et souvent, quand c'est gratuit, en plus, c'est que ça, au final, le projet, il va pas te plaire parce que le client, il a trop voulu mettre les mains dedans, il te faisait pas confiance. Et puis, souvent, ils savent... tu sais pas au départ si le client va être un bon client. Donc, si c'est gratuit, il y a des chances qu'en plus de ça, tu puisses pas mettre ta pièce dans ton portfolio et qu'au final, ça ne te serve à rien, que tu aies juste passé du temps pour rien. Donc, ouais, je pense que le plus important, c'est de réfléchir à un projet personnel qui puisse apporter quelque chose au monde et qui te fasse te faire remarquer, en fait, et que tu en parles. Ok. Je voulais revenir sur les prix. Comment est-ce qu'on détermine ces prix en tant que graphiste freelance qui débute? Tes prix, bah déjà, il faut que tu vois un petit peu tes coûts à la base. Après, je te dirais qu'il y a 1000 façons de faire tes prix. Il n'y a pas de méthode parfaite, quoique, si, quand même un peu, mais qui est compliqué à mettre en place. Mais tu peux avoir les prix où tu factures à l'heure. Ce qui est bien avec la facturation à l'heure, bah, c'est que tu sais que tu vas facturer chaque seconde que tu passes pour ton client et que derrière, il est censé te payer pour ce montant-là et que s'il est pénible et qu'il te fait recommencer, ben, toi, bah, tu le factures. Donc, lui, il n'a pas envie. Mais en même temps, il va essayer de te presser et ça va créer une espèce de tension. Et toi, tu refactures ton temps. Enfin, tu factures ton temps. Moi, je trouve que c'est pas la meilleure option, sauf si c'est un client long terme. Parce que quand tu travailles tous les mois avec le même client, tu n'as pas envie de refaire un devis chaque mois et tout. Donc, ça peut être une entente comme ça. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle des banques d'heures, c'est-à-dire je te vends 20 heures et puis au bout de 20 heures, on regarde. J'ai essayé, je ne suis pas convaincue. Après, tu as la facturation à la prestation. Donc là, quand tu fais facturation à la prestation, c'est un forfait. Mais si tu fais un forfait, il faut vraiment que tu backes derrière par exemple, le nombre de corrections que tu autorises, le nombre de propositions que tu fais, qu'il y ait vraiment quelque chose de très clair entre toi et ton client. Que la communication soit très fluide.
pour qu'il n'y ait pas qu'on ne fasse pas, parce qu'à un moment donné, au tout début, on m'a fait refaire 17 fois une couverture. 17 fois. Bon, bah, t'apprends tes erreurs. Je ne referai plus ça, ça ne marche pas comme système. Donc oui, il faut que tu te baques et que tu mettes les bonnes conditions, que tu dises non, je te fais 2 propositions, tu auras le droit à une correction à cette étape-là, et puis le processus de travail, c'est ça, et si ça ne marche pas, bah, on refait un devis, etc. Ça, c'est une solution qui n'est pas trop mal. Et après, tu as facturé selon la valeur que tu apportes à ton client aussi. Donc, par exemple, en architecture, ils vont savoir quel est le budget global de construction et ils vont prendre un pourcentage. Ils vont dire, bah, nous, on prend par exemple 10% de l'équivalent de la construction. Parce que ça veut dire que grosso modo, ils savent que cette construction-là va coûter tant en réalisation, ça va apporter tant de problèmes et ça apporte une valeur au pourcentage. Ça peut être en graphisme aussi, tu peux avoir t'as les droits d'auteur qui sont une autre question à se poser. Quand tu fais le logo d'une marque, admettons que tu fasses le logo d'une start-up qui s'appelle Uber. Et s'ils aiment ton logo et qu'ils ne le rechangent pas à la fin, ça veut dire que tu as fait ton logo pour 100 €, mais que ton logo il est exposé partout dans le monde, qu'il a une énorme valeur pour la marque et que toi, bah, derrière, tu les as fait, tu les fais prospérer d'une certaine manière par ton projet et donc tu n'as pas fait une session de droit d'auteur correcte et du coup tu te retrouves où voilà, tu as perdu beaucoup d'argent au final parce que c'était un mandat qui aurait pu faire que tu allais pouvoir développer d'autres projets. C'est arrivé à la stagiaire qui a dessiné le logo de Nike. D'accord. Elle a fait le logo, mais au final, Nike a été bon joueur apparemment parce qu'ils lui ont donné des actions ensuite, bien plus tard. J'espère que je dis pas de bêtises, mais en gros, ça arrive ce genre de choses. Il faut aussi réfléchir aux droits d'auteur. Mais ça, c'est encore un autre sujet. J'ai pas encore tout éludé sur le sujet des droits d'auteur, mais il faut le prendre en considération. En photographie, c'est pareil. Tu le vois avec même au niveau des photographes, parfois ils se font voler leurs photos. Ils font des photos sur internet parce qu'ils ont leur projet et tout, puis ils retrouvent leurs photos sur des affiches 4x3 dans le métro, ou alors ils trouvent leur photographie utilisée par des agences. Donc la première chose quand tu commences déjà, c'est de savoir combien ça te coûte, le minimum de ce que tu dois facturer pour pouvoir vivre. Ouais. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut le multiplier par peut-être au moins 2 ou 3, parce que tu vas avoir à compter tes impôts dedans. Et puis, il faut que tu rajoutes combien tu prévois pour investir dans ton entreprise. Parce que tu vas avoir besoin à un moment donné d'embaucher des gens peut-être en freelance. Donc, il faut que tu aies un fonds de roulement. Il faut que tu calcules, je ne sais pas si tu as l'intention de faire des conférences, etc. Il faut que tu aies un budget dedans, dans ton budget de développement, etc. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, il faut faire un beau tableau Excel avec combien te coûte de travailler et de vivre, combien ça te coûte et c'est ça. Après, il y a des gens qui regardent un peu combien se facturent les autres. Je ne recommande pas trop de faire ça parce que si tu te positionnes comme un graphiste spécialisé dans un domaine ou en tout cas tu crées une expertise, tu peux facturer le montant que tu veux. Si le client, c'est toi qui veux, il va te payer le montant qu'il faut en fait. S'il te voit comme un partenaire. Après, faut pas tirer les prix vers le bas parce qu'en général, tu auras toujours le cousin du gars qui sait utiliser Photoshop et qui sera ton concurrent. Donc, à un moment donné, si tu te positionnes sur le prix, tu es perdant au final. Puis même pour ton client, parce que d'un point de vue psychologique, plus il va te payer cher, moins il va être pénible. C'est scientifique. Non, mais c'est vrai. Hein. J'ai eu des clients où j'ai fait payer vraiment, vraiment pas cher. Et ça a été mes pires clients. Ils m'ont fait travailler. Et juste, même le fait d'avoir ce poids où ils t'envoient des emails tous les jours, où ils sont pénibles, ils ne respectent pas ton travail, etc. Et à côté de ça, j'ai facturé des clients beaucoup plus chers. Et ils me laissent tranquille, ils me font confiance, il n'y a pas de souci. Et tu demanderas à nombre de freelance. C'est une science presque exacte. Donc, ton prix,
n'essaye pas de te dire « Oh mon Dieu, je commence, je ne peux pas facturer ». C'est pas vrai. Si tu fais bien ton travail, évidemment. Parce qu'après, ça, c'est une autre question. Est-ce que tu es bon freelance? Ça, c'est une autre question. Ça, je ne le sais pas. Forme-toi si tu n'es pas top. Ça, c'est la deuxième recommandation, c'est forme-toi tout le temps. Ouais. Ok. Je voudrais passer un peu sur l'aspect digital nomade. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage en emportant ton métier de graphiste? Alors, ça a commencé fin 2014. J'ai démissionné et ma boss a essayé de me remplacer pendant un moment. On ne trouvait pas de remplaçant parce que j'étais un peu multitâche et je gérais pas mal de trucs dans l'entreprise. Et au final, je lui dis bah, écoute, si tu veux, de temps en temps, tu as un problème, tu peux m'appeler et puis je prendrai des contrats avec toi. Donc, ça a permis de pouvoir partir avec quelques mandats en poche. Donc, ça, c'était cool. En plus, j'aimais bien l'équipe et les projets étaient intéressants. Et après, j'ai commencé à regarder tout ce qui était plateforme de freelance. Et ça, c'est pas top en fait. Parce qu'en fait, justement, t'es en concurrence sur le prix. J'ai fait quelques mandats comme ça et j'ai fait OK, ça marche pas trop. Et à côté de ça, j'avais commencé à développer des contrats en France, justement avec l'association pour qui j'avais développé le logo. C'était mon frère en plus. Et puis, on a commencé à travailler ensemble et le projet s'est fait remarquer parce que j'avais vraiment pris à contre-pied tout ce qui était le langage visuel qu'on met en place pour tout ce qui est de la précarité. Je suis vraiment allée complètement à l'inverse, ce qui a fait qu'on s'est fait remarquer et qu'on a commencé à avoir des contacts comme ça. Il y a des clients qui sont arrivés comme ça. Puis, j'avais aussi un petit peu développé, avant de partir, des mandats pour du web design avec quelqu'un que j'avais rencontré au boulot. Donc, j'avais quelques petits mandats en poche comme ça. Et tu vois, bah, enfin, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne recommanderais pas aux gens de partir sans client en poche et sans une trésorerie qui te permet comme je te disais, de ne pas te sentir dans le besoin et d'accepter tout et n'importe quoi. Parce que je suis partie un petit peu trop sur un coup de tête en mode ça va aller. Ça a été compliqué quand même parce que j'avais pas suffisamment je pense, de clientèle, ou en tout cas j'avais pas bien développé mon truc, j'étais pas prête, j'avais pas appris tout ce que j'ai appris depuis, je gérais pas bien cet aspect-là. J'ai vraiment démarré comme un moteur qui cale, tu vois, et qui cale 4 fois. Et en fait, ça a généré un peu beaucoup de stress. Et puis je me suis retrouvée aussi où j'ai fait de la cueillette de pommes. C'était un truc que j'avais envie de faire aussi, tu vois, de me tester un peu sur ça, de pommes et de poires et tout. Mais j'avais mes contrats à faire en même temps. Donc, je travaillais 10 heures dans les champs et derrière, il fallait que j'enchaîne avec mes contrats clients. Et mes clients étaient à l'autre bout du monde. Donc, il fallait que je me lève super tôt le matin pour pouvoir leur parler ou en tout cas très tard le soir. Donc, c'était vraiment une galère sans nom. Donc, en fait, j'ai fait un démarrage un petit peu difficile. Mais ça m'a appris déjà à mieux gérer mon stress quand je suis arrivée ici parce que tu te retrouves avec toutes les contraintes de quand tu démarres en freelance ou en tout cas quand tu es un travailleur autonome et toutes les contraintes d'un voyage au long cours. Donc, nous, on est partis parce que je suis partie avec Muriel avec qui on collabore depuis des années sur nos projets. Et on n'avait pas du tout la même dynamique, si tu veux. Muriel, c'était un peu celle qui gérait comment on allait voyager et tout, machin. Et moi, j'avais plus la partie freelance parce qu'elle avait Elle avait eu un congé sans solde, elle avait eu pas mal d'heures sup. Donc, elle avait quand même un peu de revenus qui arrivaient. Moi, j'avais rien. Et il fallait que j'assure derrière et que je m'occupe de mes clients. Mais là, elle avait envie d'explorer. Donc, ça créait un petit peu un déséquilibre. Et on avait prévu un voyage où on bougeait beaucoup. Et au final, il a fallu des moments où je me pose pendant un mois pour gérer mes clients. Et si tu pars en voyage comme ça, ce que je recommande, c'est vraiment, si tu veux être digital nomade, il faut que tu prennes du temps, que tu acceptes qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu te poses peut-être un mois à un endroit, tu l'explores, machin. Parce que ce qui se passait, c'est qu'en fait, je travaillais dans la voiture. On était en Australie à un moment donné pendant 5 mois. Et les distances en Australie sont gigantesques. Donc, entre les différentes distances, moi, j'étais sur mon ordinateur en train de travailler pendant que Muriel conduisait pour ne pas perdre une seconde, tu vois, du potentiel, du temps que j'avais pour pouvoir m'occuper des clients.
Et après, il y avait Internet, parce qu'en Australie, tu n'as pas Internet partout. Et là, tu as un client qui t'appelle, qui dit « J'ai absolument besoin que tu m'envoies ce document pour demain, nanana. » Ok, mais là, je suis au milieu du désert et il n'y a pas de 3G. Comment on fait? Et là, tu te retrouves. Ok, là, ils ont dit sur Wikicamp qu'on capte la 3G là-bas et tout. Donc, Wikicamp, c'est une petite application qui te dit où tu peux camper le soir et tout. Et tu as des petits icônes qui te disent si tu as du Wi-Fi ou pas. Et là, tu te retrouves à te rouler 200 km pour arriver à ce point où il y a censé avoir du Wi-Fi. Et après, où tu arrives dans le parking, et là, tu es avec ton téléphone en train d'essayer de capter. Tu fais le tour de tout le campement pour essayer de trouver l'endroit où tu vas te poser, où tu vas pouvoir envoyer ton fichier. En plus, les gigas, ça coûte cher en 3G. Et au final, ton transfert, il ne marche pas. Tu as perdu 1 giga. Et là, il faut vraiment que tu envoies ton fichier. Enfin, c'était assez sportif. Mais ça t'apprend l'organisation. Il faut être très... À un moment donné, tu vas être très... comment dire, tu vas beaucoup planifier, beaucoup réfléchir dans tout ce qui est ta gestion client pour justement éviter ce genre de truc où tu te dis, bon, là, normalement, je pense que je vais avoir des demandes où les clients ils vont me dire, on a une urgence parce qu'ils ont une présentation le lendemain. Donc, donc tu apprends un petit peu à gérer, à dire, OK, à ce moment-là, on va être dans cette zone-là. Donc, il faut qu'on prévoit de se poser dans un endroit où je sais que j'ai avoir du wifi, je vais pouvoir prendre du temps et tout. Ça t'apprend à gérer le stress au final parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est pas grave, là, on va redescendre la pression. Puis ça t'apprend pas mal de trucs comme ça. Quand tu reviens dans un endroit qui est calme, ça a l'air tellement plus facile d'être autonome, d'être freelance. Tu vois, c'est bon. Ce soir, je dors là, je sais où je me lave parce que tu sais pas où tu vas te laver, tu sais pas où tu vas dormir. Tu as tous tes premiers besoins physiologiques, il faut que tu les règles avant de pouvoir régler tes problèmes de tes clients. Tu as vraiment ce que tu n'as pas dans ta vie de tous les jours. Tous les jours, ton frigo, tu fais tes courses et c'est réglé. Si tu vas dormir dans ta chambre, tu sais où c'est, mais quand tu es dans un voyage, dans un road trip comme ça, ça prend tellement de place, ce genre de choses dans ta vie, c'est énorme. Mais ça t'apprend à relativiser. Et justement, après, quand tu reviens, tu es vachement plus relax. Ça a été le retour à Montréal, après, a été vachement plus simple. Après, ça a été d'autres défis. Mais ouais, ça a permis d'avancer sur pas mal de sujets. Ce que tu dis, ça me fait penser à en 2018, là, quand je suis allée en Amérique latine. En août, je suis allée au Brésil et je parlais pas portugais. Donc, j'ai appris 2-3 mots parce que, enfin voilà, j'ai appris à dire bonjour. Je sais plus, j'ai appris 2-3 trucs pour aller recharger ma carte SIM ou des trucs comme ça. Et pendant un mois, j'ai quand même galéré. Je pouvais à peine échanger 5 mots avec toutes les personnes que je croisais en portugais. Et quand je suis allée en Argentine le mois d'après, tout le monde m'avait dit ouais, l'argentin c'est super dur à comprendre parce que c'est pas le même accent, tout ça. Et moi j'avais l'impression que c'était trop simple parce que j'avais tellement galéré avec le portugais que d'un coup l'espagnol ça me paraissait trop simple. Donc je crois que la conclusion des histoires c'est parfois ça vaut le coup de se mettre dans la galère pendant un certain temps pour après relativiser et trouver que c'est plus facile. Après je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes. C'est vrai qu'une fois que tu as été confronté à un gros défi comme ça, ça te semble tellement plus simple. Tu relativises, t'es OK, c'est pas si grave. C'est clair. Ça coule de source après. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que sont les avantages et les inconvénients d'être freelance? Les avantages, ça va être ta flexibilité. Un truc qui est, pour moi, qui est essentiel, c'est le sommeil. Et je pense pour beaucoup de gens. Et de ne plus avoir à mettre de réveil le matin, ça veut dire que tu dors selon ton propre rythme. Et ça change tellement de choses dans ta qualité de vie parce que tu vis selon, tu vas dormir et de toute façon, tu vas te réveiller le matin parce que tu as des clients, tu as des choses à faire, mais tu es flexible. Si à un moment donné, tu n'es pas bien, tu es fatigué, si tu es une fille par exemple et que tu as tes règles et que tu n'es pas bien, c'est pas grave, tu peux rester ta journée au lit, tu n'as pas de compte à rendre à ton boss et si tu veux avoir ta bouillotte sur le ventre avec ton ordi au lit pour régler ton problème, tu le fais. Tu n'as pas de compte à rendre, tu n'as pas à dire bah non, je peux pas. Il y a plein de filles qui sont employées et pour qui c'est super compliqué, par exemple. Tu as la flexibilité de te dire bah, aujourd'hui il fait beau, je vais aller faire un tour.
Et puis dimanche, je vais travailler, il fait pas beau, c'est pas grave. Tu vois. Cette flexibilité-là, je trouve ça mais tellement, ça apporte tellement une qualité de vie qui, pour moi, est trop importante. Après, quand tu es un freelance, l'avantage, c'est que tu es toujours motivé par... c'est toi qui es responsable. Donc, comme tu es responsable, bah, c'est toi qui dois te bouger et c'est toi qui dois te motiver. Et donc, tu es dans un challenge permanent. Donc après, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas ça et qui aiment avoir la tranquillité d'esprit. Moi, j'adore avoir un challenge et c'est aussi pour ça que je suis pas heureuse en entreprise. C'est parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est trop facile. C'est trop facile. Je fais mes choses, que ça soit bien, que ça soit génial, que je me sois vraiment, j'ai explosé le truc. C'est bien, mais si tu veux, ça change rien à la fin du mois. Je suis tranquille. Je peux dormir tranquille, mais je dois me réveiller le matin. Mais il y a ça, tu as ta gestion du temps, tu as ta flexibilité, le fait de pouvoir travailler d'où tu veux dans le monde, c'est trop bien. Là, quand on est parti en tour du monde, je pouvais régler mes problèmes. Alors, c'est pas toujours glamour, hein. Il y a des moments où c'était vraiment pas glamour, mais il y a d'autres moments où bah, tu te réveilles dans un endroit où c'est super cool. Tu peux te dire, ben, ce mois-ci, pour certains, quand tu n'es pas propriétaire, tu peux dire bah, si ça va pas trop, je vais aller travailler dans un endroit où le coût de la vie est pas cher. Puis si ça marche bien, bah, tu vas dans un endroit où tu peux te permettre de payer plus cher ton logement. En Nouvelle-Zélande, par exemple, ça coûte cher. Bah, tu peux te faire plaisir là-bas. Tu as le choix de, comme je disais, si tu as bien fait ton travail, de pouvoir choisir tes clients, ce qui est moins le cas quand tu es un employé. Ouais, je dirais que c'est ça là, c'est le fait en fait un peu maître du jeu et ça c'est cool. Je trouve ça assez cool. Après, j'imagine qu'il va y avoir la question des désavantages. Les désavantages, ça va être bah, justement, tu vas avoir un petit stress supplémentaire par rapport à quand tu es employé parce qu'il faut que ça suive et que derrière, tu aies bien planifié ton programme pour avoir de l'argent qui rentre régulièrement. Si tu es malade, bah, tu n'as personne qui peut te baquer, donc c'est à toi de t'arranger pour avoir des gens qui peuvent t'aider dans ces cas-là. Tu vas peut-être avoir tendance à être un petit peu plus tout seul, donc il faut que tu apprennes à réseauter. Si tu n'aimes pas réseauter, c'est un peu moins drôle, mais ça peut s'apprendre et puis tu peux apprendre à aimer ça. Genre, quand j'ai débuté, je détestais réseauter. C'était vraiment... Parce que j'étais quand même très réservée, je savais pas comment aborder les gens et tout. Et, et quand tu commences à réseauter dans un... Enfin, réseauter, c'est pas vraiment le mot, mais quand tu commences à faire des rencontres avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, qui sont dans le même métier, puis il faut pas avoir peur des autres. Les autres freelance, c'est tes concurrents, mais c'est aussi tes collaborateurs. Enfin, ça peut être quelqu'un qui va t'aider à un moment donné dans ta vie où toi, tu es malade, bah, il va pouvoir prendre un de tes contrats et tu peux te soutenir, tu vois. Faut voir ça comme ça. Et ouais, c'est ça. Tu peux vite te retrouver tout seul et à un moment donné, à tellement travailler, à avoir tellement de contrats, à avoir dit oui à tellement de choses qu'au final, tu n'arrives peut-être pas à mettre à reprendre du temps pour toi. Mais oui, c'est un petit côté où tu vas te retrouver un peu solitaire à un moment donné. Donc, il faut réussir à se bouger pour pas être dans cette dynamique-là de solitaire. Et des fois, tu peux te faire des monstres d'idées, de ça va pas aller et tu es tout seul face à ça. Il faut vraiment, je pense, trouver des gens qui peuvent te soutenir dans ton projet, qui vont avoir la même approche que toi, qui vont être dans la même dynamique, qui vont se dire bah, moi aussi, je crée mon entreprise. Parce que quand tu es entouré que d'employés, ils ne comprennent pas tes problématiques et toi, tu n'es pas non plus dans les leurs. Quoi. Enfin, il y en a beaucoup qui vont se plaindre, qui ne sont pas heureux dans leur boulot et toi, tu as envie de leur dire balance-toi. Mais ce n'est pas leur truc, donc ils ne vont pas se lancer. Tu ne peux pas forcer les gens qui n'ont pas cette envie-là ou cet esprit-là à se lancer. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un qui a la même envie et qui a envie de faire des trucs et de s'entourer. Tu vois. Ça, c'est vraiment important, je pense. D'avoir des gens qui t'entourent et qui ont vraiment une envie d'avancer, de créer des trucs, avec qui tu peux créer des partenariats, avec qui tu peux développer, comme je disais tout à l'heure, il faut que tu développes un réseau avec des partenaires, avec des gens avec qui tu peux développer des projets sympas et avec qui tu peux t'amuser, discuter, boire un verre quand ça va pas. Tu dis, oh là là, en ce moment, ça va pas. Et puis, il va comprendre, il va dire, ouais, je sais, moi aussi. C'est la période des impôts, c'est horrible. Il faut que je gère ma compta, j'ai pas pensé. C'est important. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme désavantages? Je pense que c'est le plus gros désavantage, c'est cette potentielle solitude. Et puis, tu es quand même
faut apprendre à gérer tes clients parce que tes clients, ça peut être quelque chose de très difficile pour un freelance. Tu entendras souvent des freelances qui vont te dire « Ah, mes clients, c'est horrible, ça, ils ne me payent pas, ils ont encore changé 15 fois la maquette et tout. » Donc, il faut vraiment apprendre à gérer ça. Et je suis passée par là à un moment donné, j'ai vraiment été dégoûtée par mon travail, j'en pouvais plus, je vais changer de métier, c'est horrible en fait, c'est horrible d'être graphiste. Et après, j'ai changé d'approche et ça m'a permis de mieux appréhender ça et de tout ce qui est client pénible, de juste dire non, je ne travaillerai pas avec vous et puis je vais travailler avec juste des gens qui me plaisent et avec qui j'ai envie de travailler parce que c'est pour ça que c'est important de faire des choix parfois difficiles, mais dire non à un mauvais client, c'est peut-être se pouvoir dire oui à un bon client. Parce que si tu as dit oui à beaucoup de mauvais clients, bah, quand il y en a un bon qui arrive, tu peux pas lui dire, tu peux pas le prendre. C'est vraiment important. Je pense qu'on approche à peu près l'heure d'interview, donc je vais te poser 2 dernières questions. Ok. La première, l'avant-dernière question, c'est à ton avis, qui peut devenir freelance graphiste? Bah, je pense que si déjà tu as une question où tu te dis est-ce que je pourrais le devenir et que le monde du graphisme t'intéresse, c'est que c'est déjà bon signe, d'une certaine manière. Parce que ça veut dire que tu as quand même un intérêt et tout. C'est vrai que si tu sais dessiner, c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Il y a des graphistes qui ne savent pas dessiner. Donc souvent, c'est un peu le truc, mais moi, je ne sais pas dessiner. Oui, on t'a pas demandé d'être illustrateur. Donc c'est sûr que si tu sais dessiner, c'est mieux. Après, ça s'apprend de dessiner aussi, parce que ça t'apprend tous les principes de composition, de lumière et tout. Mais tu peux l'apprendre autrement. Donc si tu es curieux, je pense qu'il faut être curieux pour être graphiste. Il faut être ouvert à lire plein de choses, à pas juste être dans l'image, mais se renseigner sur plein d'autres domaines. Faut être très ouvert, très curieux, avoir envie d'aider les autres, envie d'aider des projets, faire grandir des projets, parce que tu vas communiquer sur des projets, faut voir ce que tu as envie d'apporter aux autres. C'est vraiment important, je pense, de voir ça. Faut être assez méticuleux aussi. Après, ça dépend des spécialisations, mais pour tout ce qui est impression, c'est extrêmement important d'être très méticuleux, d'être très attentif aux détails parce que quand tu as imprimé un livre, après, il est là pour toujours. Donc, si tu as fait des erreurs, c'est pas bon et tout. Après, il faut se former. Je pense qu'il faut se former, il faut beaucoup aller explorer, aller voir des expos. Faut se nourrir, faut être curieux. Je pense qu'il faut être curieux, très curieux et idéalement méticuleux. Après, tu peux avoir tellement de variété dans le graphisme que tu as toutes les personnalités en graphisme. Tu as des gens extrêmement organisés et tu as des gens c'est un bordel organisé, ou en tout cas, t'as vraiment les deux côtés, quoi. Donc, je pense qu'au niveau de la personnalité, d'ailleurs, il y a un test d'Adobe sur les profils de créativité, justement, où tu as toutes sortes de profils et puis tu peux voir lequel est le tien. On est en train d'écrire un email là-dessus. Et c'est intéressant parce que tu peux voir comment fonctionne ta créativité. Alors, évidemment, c'est un test de personnalité, mais c'est intéressant de voir comment toi tu fonctionnes et tu avais 12 types de créativité. Donc c'est intéressant d'aller le voir pour voir si toi, tu es un peu. Donc, comment tu fonctionnes et avec qui tu peux t'associer, tu vois, justement. Et si c'est sur la question des freelances, bah clairement, si tu as peur dans la vie de prendre tes responsabilités, n'y va pas. Si tu es prêt à prendre tes responsabilités, que tu es prêt à relever des défis, vas-y. Mais je pense que tu le sens un peu. Tu sais, si tu n'es pas heureux en tant qu'employé, que tu sens que tu n'as pas envie d'être t'as envie. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez interne, là, de savoir si tu as envie de te lancer. Puis rien ne t'empêche d'être freelance à côté de ton travail pour voir si tu as envie de le faire. Tu vois. Je pense que c'est pas mal ça. Et d'ailleurs, j'ajoute une mini-question. Je fais toujours ça en plus. Tu penses qu'il faut d'abord devenir, en gros, avoir une période où tu te lances en tant que freelance, graphiste, tranquillement en France, avant de commencer à bouger à l'étranger, à partir comme digital nomade, ou tu penses que tu peux commencer direct, Moi, tu pars et tu commences?
Non, moi, je recommande vraiment que tu aies des clients avant de partir. Ok. Je recommande vraiment ça parce que sinon, tu vas être dans une source de stress à te dire il faut absolument que je trouve des clients. Ça va devenir. C'est un peu comme si tu étais en train de te dire il faut que je chasse le mammouth absolument pour aller trouver Enfin, il faut que je mange. Donc, tu vas être obsédé par ça. Tu vas passer à côté de tout ce qui est voyage. Tu vas pas le prendre correctement. Et ça va juste te miner la tête. Avoir tes clients en partant, en tout cas une base, d'avoir bien préparé, je pense que c'est important. Après, c'est pareil, ça dépend de ta personnalité. Mon frère, par exemple, c'est le gars, tu le mets dans une pièce à la fin une pièce remplie de monde, à la fin de la journée, il connaît tout le monde, il sait qui fait quoi et tout le monde le connaît. Encore l'autre jour, je parle avec quelqu'un, mon frère est en France, hein, et il me parle d'un projet. Je dis, ah, tu connais Martin? Bah oui, parce que lui, je sais que s'il va dans un pays à l'étranger, il va être capable de monter, de se faire des contacts sans aucun souci. Après, quand même, je pense que de partir avec ton bagage client, c'est important parce que c'est juste une transition et c'est beaucoup plus fluide. Tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment important de le faire. Ok. Et donc, ma dernière question, c'est que conseillerais-tu à ceux qui veulent se lancer comme freelance, graphiste et plus tard digital nomade? Première chose, forme-toi tout le temps. Tout le temps. Soit crée-toi des partenaires avec qui tu peux travailler. Crée-toi un réseau avec des gens que tu aimes, que tu apprécies, dont tu aimes le travail. Rapproche-toi des gens qui t'intéressent et crée un projet personnel fort. Un truc qui te ressemble, un truc. Parce que ton projet personnel, ça va être ta plus grosse vitrine. Et en plus, si tu en parles et que tu communiques autour, bah, tu vas être connu pour ça et donc on va venir te voir parce que tu as fait quelque chose d'important. Enfin, pas d'important, mais qui te ressemble. Ça va être quelque chose dans lequel tu as mis ce pourquoi tu aimes faire ce métier. Et du coup, les gens vont venir te voir naturellement parce que tu as fait ce projet-là. Donc, ça va être des projets qui vont te plaire derrière. Donc, c'est vraiment important le projet personnel. C'est une grosse pierre de ton activité. Et souvent, quand on est graphiste et quand on est un créateur, parce qu'on peut parler des vidéastes, on peut parler de tous les créateurs, ils oublient cette partie-là. Et toi, j'ai commencé à interviewer moi aussi du monde. Et c'est des créateurs justement qui, quand tu reprends toute leur histoire dès le début, ben, ils ont tous un projet personnel autour duquel ils ont communiqué et qui a fait qu'ils ont eu des clients derrière. Parce qu'ils se sont investis dans leur truc, ils y ont mis toute leur énergie. Et au final, ben, on a parlé d'eux parce qu'ils ont vraiment fait ça et leurs clients viennent grâce à leur projet. Donc ça, c'est le plus gros conseil que je peux donner à un créateur, c'est monte ton projet personnel, puis dédie du temps à ton projet personnel. Le mets pas de côté. Parce qu'on le fait tous, c'est-à-dire, ouais, non, mais je le ferai un jour, puis tu le fais pas parce que tu as tes clients et tout. Tu dois te bloquer du temps pour ce projet, c'est essentiel. Et après, ça va venir tout seul. Mais c'est beaucoup de travail. Voilà. Ok, merci pour tes conseils. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux faire une petite pub pour ton guide ou pour un ou plusieurs de tes sites? Bah, oui, en fait, on a plein de projets, donc je vais essayer de faire succinct. On va parler de voyage en roue libre. Donc, on peut nous retrouver avec Muriel sur voyageenrouelibre.com avec des tirets entre les mots. Et on peut nous retrouver aussi sur YouTube où on transforme en fait un autobus scolaire en studio de création et en cinébus. Et on partage aussi beaucoup de conseils pour aider les créateurs et on a écrit un guide qui est téléchargeable sur notre site. Justement pour bien démarrer et pour bien booster ta carrière de créateur freelance. Et puis on a un podcast où il y a plein de super créateurs qui nous parlent de comment ils ont débuté, qu'ils soient cinéastes, qu'ils soient graphistes, qu'ils soient... Enfin, il y a plein de portraits très différents et ça, c'est les créateurs nomades. Voilà. J'essaie de faire succinct. C'est cool, génial. Merci beaucoup Clémence pour ta participation et ton temps pour cette interview. Merci à tous ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout. Et puis à bientôt pour la prochaine.